Je pense que nous pouvons commencer. Je vais parler un peu moins fort dans le micro. Nous sommes très heureux de vous accueillir cet après-midi, ce soir à l'IAE de Lille, d'accueillir donc ces conférences organisées par le World Forum. Nous en sommes même très fiers. L'IAE Lille, donc depuis plus de 60 ans, forme des cadres dirigeants, des managers, des chefs d'entreprise. Et nous sommes toujours très concernés par le fait de leur expliquer, leur inculquer l'importance qu'ils ont dans leurs organisations, qu'elles soient donc d'ordre public ou d'ordre privé, que leur responsabilité n'est pas simplement économique, elle est aussi sociale, sociétale bien sûr, économique, Serge l'a dit, écologique, environnementale, il faut qu'ils soient ouverts sur leur monde, sur notre monde. Nos étudiants sont issus de différents horizons et ce soir la thématique porte sur la diversité. Ils viennent donc de secteurs, de régions différentes, de France, d'étrangers. Nous avons des étudiants en formation initiale, en apprentissage, en formation continue, donc il y a un brassage de générations, des partages d'expériences. Nos étudiants viennent d'horizons sociaux différents. Nous avons un certain nombre d'étudiants boursiers parmi nos 2000 étudiants. Donc ce soir, cette thématique sur la diversité, en fait, nous la pratiquons à l'IAE depuis fort longtemps et nous sommes très heureux donc de vous accueillir en ces murs. Et au vu donc de la très haute qualité des intervenants, je suis certain que les échanges, les débats, les idées qui vont circuler seront aussi de très grande qualité. Je vous souhaite donc une excellente soirée parmi nous ici à l'IAE Lille. Alors bonjour à tous, je suis Barbara Levéel, je suis en charge de la diversité et de l'inclusion et de la responsabilité sociale pour le groupe BNP Paribas. Je ne suis pas là aujourd'hui en tant que speaker, mais en tant que modérateur pour cette table ronde, mais je ne manquerai pas à la fin de la table ronde, bien sûr, d'évoquer aussi les politiques diversité et inclusion chez BNP Paribas, si on a le temps, pour faire écho à ce que vous aurez entendu autour de la table. J'excuse tout de suite notre troisième invité, qui était le fondateur d'une start-up qui s'appelle Slate Cube, et je vous invite plus tard à aller regarder sur Internet sa start-up qui était très intéressante, mais il a eu un souci de visa. Alors nous avons effectivement deux invités exceptionnels aujourd'hui. Alors tout d'abord Pierre, oui, ce que je vais vous préciser aussi, c'est que je vais faire la table ronde en français, mais que je me permettrai de m'adresser en anglais à Mathias pour plus d'élégance, et il nous répondra en anglais aussi. Donc voilà, quand Mathias parlera, il faudra mettre vos écouteurs pour ceux qui ne parlent pas anglais. Alors, Pierre Messel, vous êtes, je vais peut-être te tutoyer quand même, voilà, cofondateur et directeur de Team Jolokia. Donc, vous nous expliquerez dans un instant quel est l'objectif de Team Jolokia. Et Matthias Prossel, you're the ambassador in Germany. Vous êtes en Allemagne, l'ambassadeur et cofondateur de Spécialiste TEAM pour l'Allemagne. Donc, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. Cette fondation, alors, c'est les objectifs de la fondation, c'est de travailler pour permettre à 1 million de personnes souffrant d'autisme de trouver du travail. Donc, pouvez-vous nous expliquer plus en détail les missions de cette fondation? Alors, je suis désolée, je suis trop mauvais en français pour pouvoir m'adresser à vous directement en français. Donc, il y a une interprète qui va vous remettre tout ça dans le bon sens en français. Donc, en fait, le nom de notre institution, ça se traduirait par spécialiste en danois. Et spécialiste, donc, c'est une association qui a été fondée en 2004 au Danemark et qui, à l'époque, avait une approche d'entreprise sociale très innovante, dont l'objectif, comme disait Barbara, était de permettre aux gens souffrant d'autisme d'accéder au marché du travail. Pourquoi? Eh bien, parce que malheureusement, la plupart d'entre eux sont sans emploi ou ont des emplois très précaires et qui ne tiennent pas compte de leurs capacités. Souvent,
ils ont un niveau de formation tout à fait normal. Par contre, quand ils arrivent sur le marché du travail, ça devient très compliqué. Donc, notre mission, c'est d'offrir à tout un chacun des opportunités pour entrer sur le marché du travail. Égalité des chances. Alors, on a commencé avec l'autisme, mais il faut bien reconnaître qu'on n'est toujours pas à égalité des chances, même entre hommes et femmes. Alors, l'autisme n'est qu'une petite partie de l'inégalité des chances, mais c'est une partie importante. Donc, notre mission consiste d'abord à former les malades souffrant d'autisme, mais également à former les entreprises pour qu'elles soient en mesure d'accueillir ce type de personnes. On partage nos expériences. Ce sont des expériences que nous obtenons en investissant, en travaillant avec ces personnes. Et puis, évidemment, on les évalue, ces personnes, pour voir ce qu'elles sont capables de faire. Et c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des gens qui font un boulot absolument extraordinaire en informatique et en développement informatique. Pierre, est-ce que tu peux expliquer le concept très original de Team Jolokia en quelques mots avant qu'on rentre dans le cœur du sujet de diversité et performance? Alors, Jolokia, c'est une association créée en 2012 avec comme objet de promouvoir le lien entre diversité et performance. Donc, on est en plein dans notre sujet. Et notre volonté est de faire la promotion de ce lien à travers un exemple réel. On s'est dit qu'il fallait absolument donner à voir cette performance, donner à voir ce lien de façon concrète entre diversité et performance. Comment est-ce qu'on a fait? On a pris un exemple réel. Donc cet exemple réel, c'est un bateau de course au large, un bateau équivalent au bateau de la taille du Vendée Globe, donc des bateaux de 20 mètres, les bateaux les plus puissants qu'on puisse faire en termes de monocoque. Et on réunit à bord de ce bateau non pas un équipage de marins français ou anglais, tous baraqués comme deux fois mes épaules, et qui font de la voile depuis tout petit et qui ont entre 30 et 45 ans, mais on réunit un équipage qui représente toute la diversité, vraiment toute la diversité, donc que ce soit une diversité de genre, d'âge, de culture, de milieux sociaux, etc., de handicap. Et cet équipage s'aligne sur les grandes courses professionnelles, les grandes courses du circuit de la course au large, et compare sa performance avec celle de ses équipages uniformes. Vous voyez l'enjeu de la démonstration. Ensuite, une fois que cette démonstration elle est faite, on en parlera tout à l'heure de est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, une fois que cette démonstration elle est faite avec ces enseignements, qu'est-ce qu'on en fait? Le but n'est pas seulement de garder cet exemple sur l'eau, parce que sur l'eau, il n'y a pas assez de caméras. On ne va pas convaincre les dauphins, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est bien de convaincre, d'une part, le grand public, et vous voyez bien qu'à travers un exemple comme ça, marquant, un exemple sportif, le public peut se saisir de cette histoire, en fait. Et il peut entendre parler de diversité et de performance à travers quelque chose, j'ai envie de dire, de sexy, et non pas seulement abordé uniquement par les problèmes, comme le font si bien nos médias. Donc, d'une part, voilà, emmener le grand public vers cette vision positive de la diversité, et une vision réunie de la diversité, de toutes les diversités ensemble. Et dernier point de nos objectifs, c'est évidemment toucher aussi l'entreprise. Si on a une équipe de course au large qui a des objectifs de performance très importants, qui a des contraintes également très importantes. Vous savez, on compare très souvent les équipes de course au large, que ce sont des mini-entreprises qui fonctionnent avec des budgets entre 500 000 € annuels à 4-5 millions. Comment est-ce qu'il est possible de dupliquer les pratiques qui ont lieu à bord de ce bateau vers l'entreprise? Si on est capable d'atteindre la performance avec la diversité sur un bateau, est-ce qu'on n'est pas capable de le faire dans une entreprise? Merci.
Donc là, vous avez vu, on a deux exemples intéressants qui peuvent nous permettre de comprendre en quoi c'est justement la diversité peut être une force et la performance dans l'entreprise. Alors on a décidé d'organiser cette table ronde en 3 grandes thématiques qu'on va prendre sans être très original dans l'ordre en fait pour arriver à la performance, c'est-à-dire le recrutement, comment ça se passe, comment on a de la diversité dans le recrutement, comment on le réussit. Une fois qu'on a recruté, l'intégration dans l'entreprise pour remplir au mieux l'objectif qui est la réussite du projet d'entreprise. Et ensuite, venir sur, du coup, quels sont les bénéfices pour l'entreprise d'avoir réussi à intégrer positivement cette diversité des profils, avec un focus sur la diversité liée à l'autisme. Et je précise que nous parlons ici d'une forme d'autisme particulier qui est ce que nous, on appellerait plutôt en France autiste Asperger ou autiste avec un haut potentiel intellectuel. On ne parle pas de toutes les formes d'autisme, c'est important aussi de le préciser. Mathias. Donc Mathias. Mathias, si l'on parle recrutement, on sait que les entreprises peuvent avoir peur, qu'elles doivent être assurées des compétences du candidat. Donc, lorsque nous demandons à une entreprise de recruter une personne souffrant d'autisme, qu'est-ce qui est spécifique dans le processus de recrutement? Eh bien, le processus de recrutement traditionnel ne peut être utilisé pour une personne souffrant d'autisme. Comme vous l'avez dit, on parle des autistes à fort potentiel, donc les autistes souffrant du syndrome d'Asperger. Et donc ces personnes, d'une manière générale, ont des capacités intellectuelles qui vont de normal à très supérieures. En général, ils ont un QI de 120 et plus. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'ils ce soient des génies, hein. Mais il y en a qui sont des génies. Ah oui, non, mais c'est vrai, il y en a, mais pas tous. Ce ne sont pas tous des génies. En revanche, là où ils ont un problème, c'est au niveau de leur relationnel social. Ils ont du mal à travailler en contact avec les autres. Moi, j'ai travaillé chez IBM et j'ai dû recruter et licencier différentes personnes. Et lorsque vous recrutez quelqu'un, lors du premier entretien, quand il y a quelque chose qui se passe, vous avez besoin d'1 heure ou 2 pour vous convaincre de recruter telle ou telle personne. Ça ne se produit pas avec ces gens-là. Avec ces gens-là, ils vont quelquefois postuler à des postes qui ne sont pas à 100% en adéquation avec leurs compétences. Là même, c'est souvent le cas pour tout le monde d'ailleurs, hein, soyons clairs. Mais ceci étant, il faut tenir compte de cela. Donc, dès lors que vous parlez à des gens qui souffrent de syndrome d'Asperger, il faut en tenir compte, même au niveau de la candidature. Ensuite, il faut être conscient qu'avec la plupart de ces gens-là, les entretiens par téléphone, ça ne va pas fonctionner, parce qu'ils ne sont pas dans l'anticipation de la question, ils ne peuvent pas l'anticiper, et du coup, ils ont beaucoup de mal. Bon, on imagine qu'ils passent le premier entretien. Donc là, on passe à l'entretien. Donc le premier entretien, c'est l'entretien de compétences. Le deuxième, c'est l'entretien personnel. Et quelqu'un qui souffre du syndrome d'Asperger a du problème à maintenir le contact visuel avec vous. Et si vous êtes en position de recruteur et que vous ne le savez pas, ça va commencer à vous perturber. Et vous êtes en train de vous dire, bah, celui-là, ça ne va pas le faire dans mon entreprise. Donc ce que nous faisons... Oui, le micro un petit peu plus près de la bouche, merci, oui, c'est mieux. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec les gens des ressources humaines dans les entreprises pour d'abord avoir les bons profils de poste, avec une bonne description du profil de poste. Ensuite, on leur donne des trucs, par exemple. On avait ce type qui écrivait à chaque fois loisirs,
je remplis des bases de données qui font telle taille et telle taille sur l'écran avec ceci et cela. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est ce qui l'intéresse, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser plus tard dans l'entreprise par rapport au poste pour lequel il postule. Donc, il y a différents moyens de travailler. Il faut évidemment savoir lire la candidature pour savoir ce qui va être intéressant pour l'entreprise. Et une candidature standard aura beaucoup de mal à passer la barre du premier entretien. OK, on va regarder votre petite vidéo pour mieux comprendre la nécessité d'adapter le processus de recrutement. Acquis de droit, je suis une personne très agréable. Sachez que je suis autiste et que donc je suis un peu un solitaire. Hop, j'efface. Et que j'aborde les tâches de manière très concentrée. Certaines personnes peuvent trouver que mon ton de voix est peu respectueux. Ah, je change, je suis honnête et je vais droit au but. Souvent, je semble sceptique. Ah, je change et je dis, j'aborde les tâches avec un œil critique. Dans l'espoir de vous lire très bientôt. Et j'envoie. Transformer les traits de caractère négatifs de l'autisme en quelque chose de positif. Je fais juste un petit point par rapport à BNP Paribas, parce qu'on est en ce moment justement, et on en discutait juste avant de commencer cette table ronde, dans un processus pour travailler avec des consultants qui ont ce syndrome d'autiste Asperger, et donc on a commencé des entretiens récemment, et c'est vrai que c'est très impressionnant parce que au-delà effectivement des spécificités de l'autisme, on rencontre quand même des compétences exceptionnelles et quelques génies. Et c'est assez rare quand même dans une vie de recruteur d'avoir ces contacts-là. Et effectivement, cette mise en valeur de compétences, on se rend compte qu'il y a des compétences qu'on ne trouve pas sur le marché. Et ces compétences-là de perfectionnisme et d'absence de biais dans le jugement sont aujourd'hui très applicables dans des domaines comme le data analytics, le développement IT, les algorithmes, etc. Et donc c'est extrêmement impressionnant, extrêmement utile, et c'est justement dans cette population qu'on va trouver ces compétences qui sont si rares sur le marché. Et ça, c'est un mindset qui est vraiment très nouveau, en fait, y compris en ressources humaines. Donc je vais passer maintenant la parole à Pierre et Tim Jolokia. Vous aussi, pour votre tentative, c'était finalement d'essayer d'avoir un équipage divers, mais surtout un équipage fondé sur des compétences, avec un recrutement qui ne soit pas biaisé, où finalement on ne juge pas la personne avec les biais qu'on a tous intégrés, puisqu'on est tous biaisés, on a tous des stéréotypes, puisqu'on les a depuis qu'on est petit, puisqu'on est bombardé de stéréotypes dans la société. Donc c'est très difficile de faire des recrutements non biaisés, même si on a l'impression, c'est inconscient, mais les stéréotypes sont là. Alors vous avez une méthodologie où justement vous essayez de débiaiser le recrutement, et c'est la surprise finalement dans l'équipage que vous allez trouver. Exactement, c'est bien cela l'enjeu. Si on essaye de ne pas faire de discrimination, et ce ne sera de toute façon qu'un essai, parce qu'il restera toujours des stéréotypes. Vous ne pouvez pas espérer tous les enlever, c'est impossible. Mais effectivement, on essaye de faire un recrutement sans discrimination, et en même temps, on essaye de faire la preuve que la diversité amène de la performance. Vous doutez bien qu'il y a, en tout cas, il y a eu au début un grand questionnement de est-ce qu'on va réussir à obtenir la diversité. Donc la première question, en fait, se pose bien sur le recrutement. C'est déjà la preuve, en posant cette question, que l'enjeu majeur est sur le recrutement. Comment est-ce qu'on a fait? On a, pour éviter au maximum la discrimination, sur nos 3 critères majeurs, qui vont tout de suite vous parler, mais sur nos 3 critères majeurs, on a
des examinateurs qui sont différents à chaque fois. Donc il n'y a pas un seul examinateur qui regarde les compétences de l'ensemble des compétences du candidat. Et pour chacune des compétences, il y a 2 examinateurs différents qui examinent dans 2 situations différentes. Pourquoi cela? Un, pour effectivement diminuer la quantité de préjugés, ou en tout cas les varier. Deuxièmement, parce que vous savez bien qu'une compétence est contextuelle. Toujours. Donc un candidat, il arrive à un moment T, et ce moment T, il peut être bon ou mauvais parce qu'il y a plein de raisons, parce qu'il est stressé, pas stressé, parce qu'il y a des problèmes familiaux, tout ce que vous voulez. Donc on essaye d'avoir 2 moments différents avec 2 examinateurs différents. On aboutit à une note sur une compétence. Et on fait ce processus pour les 3 compétences. Ça, c'est la première façon, le premier biais qu'on a trouvé pour enlever un maximum de stéréotypes de chacun de nous. Et donc, le premier levier. Oui, pas le biais, l'inverse, pardon. Le premier levier. Et le deuxième, il est utile de préciser que chacun de ces examinateurs a fait plusieurs formations, ont suivi plusieurs formations sur les stéréotypes pour eux-mêmes essayer de lever tous leurs stéréotypes. Ça demande du travail et il me semble que la première chose dont doit avoir conscience un recruteur, c'est qu'il a des stéréotypes. Quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas de stéréotype », c'est par nature faux. Ce n'est pas possible. Donc il faut assumer qu'on a des stéréotypes pour ensuite pouvoir les travailler. Et donc ça, c'est une démarche qui est faite avec chacun de nos recruteurs qui ensuite évalue comme je vous l'ai expliqué. Les 3 critères, ce sont quoi? Il y a un critère nautique, évidemment, où on a des fiches de poste où on peut rentrer les candidats dans différents niveaux, du niveau expert au niveau débutant. On a choisi aussi un grand bateau parce que les grands bateaux permettent des profils de débutants qui leur demandent certaines qualités, qui sont du coup des qualités physiques. Mais ils peuvent être débutants en termes de technique. Les deux autres compétences sont des compétences qui, pour moi, font que derrière, l'équipe a déjà une bonne base pour travailler. Ces 2 compétences, ce sont une capacité au dépassement de soi et une capacité ou une envie, les 2, une envie et une capacité de travailler collectivement. Et il est très marrant, je m'arrêterai là-dessus, en ancrant les recrutements sur ces 3 compétences et notamment sur les 2 dernières, évidemment vous avez des profils donc, qui sont aptes à l'effort, qui sont aptes à la recherche de la performance et à la recherche de performance en groupe. Mais ce qui me marque beaucoup, c'est que les candidats, même quand on leur explique, je ne sais pas, un exemple très concret, on prend des tests physiques et on leur dit attention, là le test physique, vous avez une partie qui est effectivement l'évaluation de votre niveau physique, mais il y a différents postes à bord, plus ou moins physiques. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas très costaud que vous n'allez pas être pris. Par contre, et on leur dit, on vous évalue sur votre capacité à vous dépasser au moment où vous faites cet exercice. Donc, c'est-à-dire à tenir 5 secondes de plus ou à faire 10 pompes de plus. Je dis n'importe quoi. Bien qu'on explique ceci aux candidats, il y a des candidats qui, pendant le moment où ils sont à l'effort, s'arrêtent en nous disant « je suis au max, je ne suis pas plus costaud que ça, vous n'allez pas me prendre parce que je ne suis pas costaud ». Et qui ne comprennent pas, vous voyez, ce gap à passer. Pour moi, il y a quelque chose, voilà, donc ces deux critères de capacité de dépassement de soi et de capacité et motivation au travail collectif sont des critères essentiels que peut-être on devrait tous rechercher en premier dans nos équipes. Si je fais juste une petite parenthèse par rapport au monde de l'entreprise, nous, chez BNP Paribas, par exemple, on a mis en place des entretiens, si un jour vous passez des entretiens chez nous, par exemple, ce qu'on a appelé des entretiens structurés, qui sont assez déstabilisants parce que c'est des nouvelles méthodologies. Et en fait, pour chaque poste, on a défini des compétences. On fonctionne exactement comme ça. Et pour ces compétences-là, on pose exactement les mêmes questions à tous les candidats. Ils ont chacun 2 questions.
Et alors, elles changent quand même de temps en temps, les questions. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'est pas dans un entretien et dans une conversation, en fait. Il n'y a pas d'improvisation dans les entretiens de recrutement au niveau des équipes ressources humaines. Alors, évidemment, c'est très déstabilisant. Ça donne une impression parfois de froideur. Mais en fait, c'est la seule façon d'enlever un maximum de stéréotypes et de biais de la part du recruteur, et également les auto-stéréotypes pour les candidats. Et la grille de notation est partagée entre tous les recruteurs. Donc vous voyez, ces méthodologies pour enlever les stéréotypes au niveau du recrutement qui sont expérimentées chez Team Jolokia, on a des façons aussi de les appliquer au niveau de l'entreprise. Et je me permets juste d'ajouter, renforcer ce que Barbara a encore dit. C'est vraiment, vous voyez bien, nous on arrive à un recrutement avec 6-7 examens différents, 7 examinateurs différents, et les candidats, on ne leur dit rien, on ne leur laisse rien passer, et on les examine juste sur une compétence. Et c'est vrai que le résultat, le ressenti, souvent des gens, mais qu'est-ce que c'est que ce recrutement pour alors en l'occurrence Jolokia, mais pour une entreprise qui travaille sur la diversité, les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce recrutement de gens qui prétendent travailler sur la diversité? Et nous, l'enjeu dont je vous parlais, est-ce qu'à la fin, on a eu un équipage qui a la diversité? Et la première année, je vous assure que quand on a réuni les notes de chacun, on ne faisait pas les malins. Et oui, on a eu un équipage qui a recruté une certaine diversité, et cette certaine diversité, en fait, elle était le reflet exact des populations qui avaient reçu notre annonce de recrutement. Et donc là, c'est encore remonté d'un cran. Si on veut travailler sur le recrutement, il faut aussi travailler sur où est-ce qu'on pose nos annonces. Qui est au courant de votre offre d'emploi ou de votre offre d'équipier. Et bien sûr, là, on retourne sur d'autres problèmes avec la formation et les limites que peuvent se mettre, par exemple, les limites qu'on peut se mettre dans certains métiers, où certaines, beaucoup plus de femmes n'iront pas vers les écoles d'ingénieurs. Comment est-ce qu'on fait derrière pour recruter, même quand on a une politique diversité aboutie, mais qu'on est dans un métier d'ingénierie? Donc voilà, on a vu un petit peu les problématiques sur le recrutement. On va passer maintenant sur la partie intégration dans l'équipe, dans l'entreprise. So Mathias, it is not sufficient to recruit Mathias, c'est très bien de recruter dans la diversité. Sauf qu'après, il faut profiter de la diversité et pour cela, il faut proposer un environnement de travail qui soit inclusif. Donc, quelles sont pour vous les clés de succès les plus importantes pour accueillir ces personnes souffrant d'autisme? Une fois qu'elles sont au travail, comment est-ce qu'on peut garantir qu'elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes à l'entreprise? What would be the best situation? Facile. Quelle serait la meilleure situation? Sorry. Qu'est-ce qui vous ferait vous dépasser dans une situation d'emploi? Eh bien, ce serait tout simplement si on vous donnait à faire le boulot de vos rêves. Et ça, c'est un facteur clé de succès. Il faut identifier quels sont les points forts de ces personnes souffrant d'autisme. Donc, par exemple, on a vu tout à l'heure le type qui écrivait « Je suis un peu arrogant ». Alors, l'arrogance, c'est un bon indicateur pour quelqu'un qui est parfait dans l'architecture logicielle. On peut oublier tout le reste. Et vous avez des gens qui vont surperformer dans ces domaines-là. Il faut savoir simplement faire caler le domaine de compétences et les capacités de ces gens-là
à la tâche qu'on leur propose. Et du coup, là, je peux vous assurer que c'est une garantie de succès. Alors, ce n'est pas une histoire de diminuer le niveau sonore, de diminuer la lumière. Vous avez quelques personnes malades, effectivement, pour lesquelles il faut les mettre dans un environnement de calme, on est bien d'accord. Mais ça, c'est facile à régler. En fait, le vrai problème clé, c'est que l'équipe qui va travailler avec eux soit totalement conscient. Donc, qu'on parle ouvertement de l'autisme, qu'on apprenne à comprendre les caractéristiques de cette personne. Et donc, il faut former l'équipe, les futurs collègues, pour que ces futurs collègues sachent à quoi s'attendre et sachent comment travailler avec cette personne. Et là, ça fait partie des compétences interculturelles, parce que si votre entreprise doit travailler avec une culture étrangère, que ce soit des Indiens ou des Chinois, il va falloir comprendre les règles de ces sociétés pour pouvoir faire des affaires avec eux. Et bien, c'est exactement pareil avec nos candidats atteints d'autisme. Ils ont leurs règles dans leur culture, et une fois que vous avez compris ces règles, eh bien, vous pouvez travailler, vous pouvez échanger et trouver des compromis. Donc, il faut une demi-journée de formation au départ. Et moi, ce que je recommande, c'est que régulièrement, on revoit tout cela, parce qu'il y aura des cas où il y aura un manque de compréhension, où il y aura des petits conflits qui pourront être résolus simplement en parlant et qui pourront comme ça disparaître. Donc, pour moi, c'est ça, le facteur clé de succès. Donc, on a vu avec Mathias que pour intégrer du coup des personnes avec autisme, il y a effectivement des conditions spécifiques pour que l'environnement soit favorable et bénéfique et pour que cette différence devienne justement une source de performance. Pour Team Jolokia, on sait à quel point l'esprit d'équipe compte sur un bateau pour gagner des courses. Alors là, si vous avez réussi à recruter de manière très diverse et qu'à chaque fois c'est une surprise finalement puisqu'on ne sait pas quelle diversité il y aura sur le bateau, comment on fait pour créer un environnement favorable et pour que cette diversité soit un plus et pas une difficulté? Alors les éléments que Mathias a évoqués sont évidemment des choses que nous aussi nous mettons en place et je pense que ce sont des points communs. Clairement, nous, ce sont des points communs qu'on retrouve. Je ne vais donc pas me réattarder trop dessus, je vais plutôt vous développer d'autres choses, mais effectivement, en premier lieu, il y a bien trouver le bon poste pour la bonne personne, mettre en adéquation le bon poste et la bonne personne. J'ai une petite chose qui nous importe et qui est compliquée dans cette adéquation, c'est long de trouver véritablement où la personne va pouvoir exprimer son potentiel. Donc ça demande un peu de temps et il faut s'en accorder un petit peu. Ça ne veut pas dire 40 ans, mais il faut s'en accorder un petit peu. Et on a aussi parfois du travail à faire avec les personnes elles-mêmes qui ont du mal parfois à accepter d'être à d'autres postes que celui qu'elles imaginent, parce qu'elles imaginent, elles se pensent très douées sur tel ou tel poste, ou dans des situations de diversité qu'on peut connaître, je pense notamment au handicap, on a des personnes qui vont vouloir, justement par un effet de compensation, qui vont vouloir être à un endroit où elles n'y arriveront pas. Si je prends un exemple très clair, c'est comme si moi, sur le bateau, j'avais une personne paraplégique qui me disait « je veux aller à l'avant ». À l'avant, c'est à l'endroit où on manie toutes les voiles, où on est tout le temps debout, tout le temps avec des vagues incroyables. Et pourtant, j'ai des équipiers qui m'ont demandé à aller, des équipiers paraplégiques qui m'ont demandé à aller à cet endroit-là, parce qu'il y avait cette volonté de compenser. Et ça, il faut aussi accompagner nos équipes vers l'endroit où est-ce qu'elles sont le meilleur. Ça m'amène à ce deuxième point, qui est de se concentrer justement sur les points forts. Ça, c'est un rappel permanent que nous faisons dans nos équipes, surtout donc au moment de l'intégration des nouveaux arrivants. Rappeler à chacun
qu'il y a ce petit temps d'adaptation, qu'il y a effectivement des règles différentes également, hein, qu'on a chacun notre monde avec des règles différentes, mais qu'on a tous des handicaps. Handicap au sens le plus large du terme. Et que si vous commencez à vous occuper du point faible de Mathias, de Barbara ou de chacun d'entre vous, vous êtes sûr qu'on va pouvoir en trouver, hein, parce que ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de point faible. Ce n'est pas possible. Et donc si on ne s'occupe que des points faibles, ce qui évite une tentation, hein, à se dire « Ah là là, il faut rattraper les points faibles de la personne », on a un énorme problème qui est sur notre ligne d'horizon. Donc se concentrer sur les points forts. Ensuite, il y a effectivement cette notion de quels sont que l'autre comprenne, que chacun comprenne qu'il y a des règles différentes pour tout le monde. Quand je dis des règles différentes, ça ne veut pas dire que les règles de l'entreprise ou que les règles du bateau ne sont pas très strictes. Mais cela veut dire que chacun les perçoit différemment. Et qu'il y a donc un temps pour se mettre d'accord et que c'est un travail collectif pour réexpliciter la règle. Et il y a souvent un très grand écart entre la règle implicite et la règle explicite. Et les règles que l'on croit implicites, partout, il y a des règles implicites. On croit que la règle est claire. Hein, vous savez, c'est la fameuse phrase « mais je te l'avais pourtant bien dit ». Quand je dis à quelqu'un « je l'avais pourtant bien dit », non, on ne lui avait pas dit, on lui avait dit en 10 secondes, et on n'avait pas pris le temps de savoir si la personne, avec son mode de pensée, avec ses problèmes, avec son histoire culturelle, physique, tout ce que vous voulez, a bien compris que c'était une règle commune. Vous voyez ce chemin qu'il faut faire ? Et dernier point, qui me semble important quand on parle de diversité, c'est une reproduction assez classique des schémas de domination, notamment des hommes entre 30 et 50 ans. Et vous avez une femme qui arrive à bord, ou une personne en situation de handicap qui arrive à bord, ou un débutant, peu importe. Et vous êtes l'homme de 30 ans, sachant, ou de 40 ans, 30 ans on ne sait pas encore, 40 ans, de 40 ans, sachant, et naturellement, plein de bons sentiments, vous allez aider ce nouvel arrivant, cette femme, cette personne en situation de handicap, parce que vous allez l'aider. Et si vous ne faites pas très attention, en fait, en l'aidant, vous allez le priver d'un véritable accompagnement, de la capacité pour lui de développer ses outils, de s'adapter à son poste de travail. Et évidemment, il faut l'accompagner. Il ne s'agit pas de ne pas être présent. Je ne dis pas ça. Mais on voit très clairement une différence entre l'accompagnement et laisser la personne développer ses outils et ce que naturellement un homme fait avec un autre homme qui arrive dans son environnement de travail. C'est-à-dire que je vais juste lui dire « Ah, est-ce que tu as compris comment ça se passe? Est-ce que tu as bien compris ?» Voilà. On lui donne justement on lui explicite justement les règles. Mais quelqu'un pour qui on a l'habitude, voilà, on a de la... Je vais employer un mot très à la mode, mais c'est quelqu'un pour qui on a de la bienveillance. Et cette bienveillance, il faut la définir aussi. Parce que si on est juste bienveillant, et ben à ce moment-là, la personne, je peux la priver de développer ses potentialités par pure gentillesse. Voilà le dernier point. On a parlé de l'intégration d'équipe, on va peut-être pouvoir montrer quelques photos justement de ce que ça donne en fait, des équipes diversité de Team Jolokia. Je ne sais pas si tu veux faire quelques commentaires, Pierre, sur les photos. Alors là, voilà, c'est tout simplement le bateau. Pour vous donner un peu l'idée des difficultés, le mât fait 30 mètres de haut, 30 mètres de haut, ça fait 8 à 9 étages. Et la voile là que vous voyez là, celle de devant, elle fait 300 mètres carrés, celle de derrière, 130 mètres carrés. Donc vous imaginez la complexité d'atteindre la performance avec ce type de bateau. Voilà, là, rien à dire. C'est une équipe de combien en général? Alors, à bord du bateau, c'est 12 personnes, mais vous avez en tout dans l'équipe 25 personnes. Donc c'est exactement comme une équipe de rugby ou de foot, hein. Vous avez tout le monde qui s'entraîne, et puis après, pour les courses, vous avez 12 personnes. Alors là, on voit surtout les personnes en situation de handicap. Ce qui est intéressant, ça c'est le début de nos premières photos. Vous voyez, on n'avait pas encore de personnes de couleur. C'est venu au fur et à mesure, justement, qu'on a étendu nos annonces, quand on a mis nos annonces, on est allé chercher avec nos annonces de recrutement ce type de public.
Et ce qui est intéressant aussi sur les photos, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la diversité n'est pas toujours visible. Et ça, on est dans une obsession de la diversité visible. Mais la diversité, il y a énormément de diversité invisible. Voilà, là vous voyez, c'est un bateau du Vendée Globe derrière. Voilà, là c'est un peu plus tard, c'est il y a 2 ans. Vous voyez que l'équipe a déjà évolué en termes de diversité, parce que vous avez Mbaki qui vient du Cameroun et qui habite en Allemagne. Vous avez Metz qui est un jeune qui fait du dessin industriel mince, dans les Yvelines, j'ai mangé le nom de la ville. Vous avez voilà, une équipe qui commence à ressembler à cette diversité française. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a toujours pas eu de discrimination positive pour atteindre cette diversité. Et elle est mixte. Et elle est mixte. Et c'est un hasard complet. C'est le jour où le photographe est là, l'équipe est comme ça. On était contents, c'est vrai. Bon, alors là, vous êtes... merci. Voilà. Oui, c'est impressionnant. Oui. Donc là, vous vous dites, finalement, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a tout un process à mettre pour le recrutement. L'intégration, c'est quand même pas si facile pour que chaque personne puisse délivrer son potentiel. Et c'est justement la différence, la somme de la différence de ces potentiels qui, à la fin, devrait générer de la performance. Alors, Mathias, I wonder, can you explain, because... Mathias, je me demandais, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on parle de fort potentiel, bien entendu, et certaines personnes souffrant d'autisme ont des compétences absolument exceptionnelles. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ces surperformances à certains postes et nous dire si on a la bonne adéquation entre compétences et postes? Quels sont les niveaux de performance à attendre? Oh là, ça c'est une question qui m'est posée par plein d'entreprises qui veulent savoir quel est l'avantage pour elles. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a des génies dans les malades atteints d'Asperger et leur niveau de performance est tellement évident que leurs collègues en deviennent jaloux. Ils comprennent tout très vite. Ils ont une tendance ils sont très perfectionnistes et tout ce qu'ils font est parfait. L'une des toutes premières personnes pour laquelle on a pu trouver un boulot qui lui correspondait, il était étudiant en physique et mathématiques et il travaillait comme jardinier parce qu'il n'avait pas réussi à trouver un poste qui corresponde à son profil. Et on lui a trouvé un boulot dans une entreprise où il fabriquait des robots qui remplissaient qui faisaient en fait le gainage de tuyauterie contre la corrosion. Donc il travaillait sur des robots. Et au niveau de l'interprétation visuelle à l'écran, il faut regarder ce qu'a fait le robot dans le tuyau, là, dans la tuyauterie, et regarder ça sur l'ordinateur. Et il faut être super bon en maths et en physique pour bien comprendre tous les écrans d'ultrasons qui ont été pris par le robot dans le tuyau. Et il était tellement bon, mais tellement bon, que l'entreprise leur a demandé de... Alors, il a fallu qu'ils suivent une formation parce qu'il fallait qu'il ait des certificats de formation parce que le jour où vous avez le tuyau en question qui quand même sert à transporter le pétrole, le jour où ça explose, ça coûte des millions de dollars puis ça peut tuer beaucoup de gens. Donc, il est allé suivre cette formation pour avoir le diplôme. Et 2 semaines plus tard, son patron m'a appelé et m'a dit, vous savez quoi? C'était la meilleure formation du monde parce que ce type-là n'avait aucune hésitation à poser des questions sur les choses qu'il n'avait pas compris. Et il était tellement clair dans ses questions que tous les autres, ils ont tout compris.
Et ils ont eu 100% de bons résultats au test à la fin de la session de formation. Alors, moi, d'une manière générale, je me dis, vous savez, quand je suis à un cours de formation, quand il y a un truc que je ne comprends pas, je dis, bon, c'est pas grave, je demanderai à quelqu'un après. Lui, non, il ne laissait rien passer. Et à chaque fois qu'il y avait un truc qu'il ne comprenait pas, il reposait la question, il emmerdait les enseignants jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ce qui a permis à tous ces co-formés, co-étudiants, de tout comprendre. Mais malheureusement, ça ne s'est produit qu'une fois. On ne pouvait pas le remettre à suivre la formation toutes les semaines pour tous les autres. J'aimerais que tu puisses nous parler justement de la performance sur le bateau. Alors d'abord, la performance qu'on attend, c'est de savoir est-ce que vous gagnez des courses, est-ce que, en comparaison avec des bateaux qui ne font pas tout ce processus de recrutement dans la diversité. Et deuxièmement, les gains que vous avez eus en termes de sécurité sur le bateau et les innovations que cette diversité a générées et est-ce que ça a été bénéfique à tous? Alors, sur la question des résultats, on a, dès la première année, on a réussi à être dans la première moitié de tous les classements. C'était pas notre ambition. Notre ambition était de faire mieux, d'être dans le premier tiers. Et la première année, il y a évidemment eu un moment d'adaptation, de découverte de l'ensemble de ces fonctionnements et du bateau, qui est quand même aussi une machine à laquelle il faut travailler et s'adapter. Dès la deuxième année, on a, à notre grande surprise, pour le coup c'était vraiment une surprise, on a fait un podium sur une course et je dois vous dire que ça a beaucoup marqué aussi bien les personnes à bord du bateau que l'extérieur. Mais ce qui m'intéresse, là, vu qu'on parle de management, c'est l'intérieur de l'équipe. L'équipe, à partir du moment où vous avez eu un succès avec cette diversité, elle a compris que tout ce qu'on essayait de mettre en place, justement, qui peut sembler effectivement long, rébarbatif, inhabituel, tout ce que vous voulez, mais à partir du moment où il y a eu un succès, l'équipe, d'un coup, s'est dit « Ah, là, on est en train de faire un truc extraordinaire. » Parce que, oui, sur la photo, on n'est vraiment pas comme un équipage habituel, et on a fait un podium. Donc, ça veut dire que ça marche, et savoir capitaliser sur ses succès, on rejoint un peu capitaliser sur les points forts, est un point vraiment important pour la construction d'une équipe. Concernant la question sur la sécurité, j'ai deux exemples majeurs de comment est-ce que de ce qu'on pourrait croire une contrainte est née en fait une innovation, un apport. Le premier exemple tout simple, une jeune femme montagnarde qu'on a prise dans l'équipage, non pas pour son niveau nautique, parce qu'elle avait aucun niveau nautique, elle était débutante. Par contre, elle avait c'est vraiment la montagnarde typique, donc très grande connaissance typique. Non, mais typique des qualités qu'on retrouve dans ce sport. J'ai pas dit une femme typique. je suis contrôlé. Vous voyez, comme quoi c'est impossible de ne pas avoir de préjugés. Je vous le disais. Heureusement que je m'en suis dédouané il y a ça 20 minutes. Donc une montagnarde, donc qualité typique du montagnard, avec très forte capacité d'abnégation, de dépassement de soi, et effectivement très grand sens du collectif. Mais elle nous a apporté quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Les montagnards ont des compétences techniques avec les cordes. C'est tout bête, hein. Nous, on n'y avait pas pensé une seule seconde en recrutant cette personne. On s'est pas dit, elle a des compétences sur les cordes. Et elle nous a dit, mais pourquoi est-ce que vos cordes, vous les rangez? Alors vous savez, on dit lever pour ranger une corde dans le monde de la voile. Et elle nous dit, mais pourquoi est-ce que vous levez vos cordes comme ça, là, à la main? Et pourquoi est-ce que vous ne faites pas un mouvement derrière la tête comme les montagnards, qui va 3 ou 4 fois plus vite? En sachant que pour nous, c'est un enjeu et de performance et de sécurité, parce que toutes ces cordes qui traînent partout, comme il y a des voiles au bout, des voiles très puissantes, sont des cordes qui peuvent vous emmener à l'eau en quelques secondes. Et donc la vitesse à laquelle vous la ramenez est un enjeu et de sécurité et puis de performance derrière, parce qu'il s'agit de libérer le pont pour faire d'autres choses. Et vous voyez comment de quelqu'un
dont on pourrait croire que le fait qu'il soit débutant est un écueil, ne l'est pas du tout, parce que cette personne, elle va piocher dans ses autres compétences, dans ses autres domaines, et elle va vous apporter des choses, à une condition que vous sachiez l'écouter. Ça demande de rester tout le temps ouvert à tous les autres mondes qui vous sont proposés. Et deuxième exemple, c'est l'exemple d'Olivier. Olivier, c'est un équipier qui est aveugle. Et équipier aveugle, alors c'est un très bon barreur. Les aveugles sont de très bons barreurs, parce qu'ils font tout au sensitif. Mais ça, pour le coup, on le savait avant, parce qu'il avait un passé nautique, etc. Ça ne nous a pas surpris. Ce qui nous a surpris positivement, c'est qu'Olivier, il nous a obligés à encore améliorer nos processus de communication. À bord d'un bateau, vous avez des process de com qui sont très fixes, et il faut être le plus clair possible pour enchaîner les manœuvres, etc. D'autant plus avec la fatigue et la mer, hein, c'est un environnement bruyant, un environnement où vous êtes fatigué, donc toute pollution verbale est très difficile à intégrer pour le cerveau. Et Olivier, il nous a dit, mais vous savez, le monde n'existe que par votre parole. Ce bateau-là, aussi complexe soit-il, il n'existe que par votre parole. Et donc, il faut que vous soyez encore plus clair. Nous, on était certains d'avoir déjà des process bien calés. Lui, il nous dit, mais je ne comprends rien de ce que vous me dites. Et donc, on a retravaillé sur nos process com. Et là, c'est évidemment toute la performance de l'équipage qui a augmenté. Et vous voyez comment est-ce que, de ce qui paraît être une contrainte ou être... ou qu'on n'a pas vu, quelque chose qu'on n'a pas vu, comment est-ce que naît l'innovation ? C'est très intéressant parce que cette histoire de clarification des procédures, on le retrouve aussi avec l'autisme, justement, qui a besoin de consignes extrêmement claires et pas biaisées. Et ça aussi, c'est une source de performance puisqu'on est obligé de s'améliorer au contact, finalement, d'une personne avec autisme. Ah oui, absolument. Absolument. En fait, ça, c'est du feedback que nous ont donné nos partenaires, les entreprises avec lesquelles on travaille. Dès qu'ils recrutent quelqu'un de chez nous, leurs processus de communication sont totalement modifiés. Pourquoi? Parce que avec un autiste, il faut être très clair. Tu fais ça jusqu'à telle heure, et pas lui dire il faut que tu fasses ça. Et du coup, c'est à l'avantage de tout le monde que la communication soit très claire dans une équipe. Du coup, ça a modifié la façon de travailler de l'équipe et de tous les membres de l'équipe, et ça a permis d'augmenter les performances de l'équipe. Et puis, je ne vous parle même pas des aspects sociaux, parce que travailler avec quelqu'un qui a des problèmes comme l'autisme, eh bien, ça donne du sens à ce qu'on fait aussi. Je vais laisser du temps aux questions, peut-être pour conclure, parce que je vois que l'heure passe. Donc, moi, je vais juste vous donner quelques éléments sur pourquoi c'est un enjeu aussi pour l'entreprise, en prenant notre exemple, nous, chez BNP Paribas, par exemple. On dit aujourd'hui qu'il y a un business case de la diversité. Il a été plus ou moins démontré sur certains sujets de la diversité par McKinsey, par des entreprises aussi comme Sodexo, qui ont montré que les équipes qui étaient diverses ou les équipes qui étaient mixtes avaient une meilleure performance. Donc ce business case de la diversité, aujourd'hui, je dirais qu'il est connu. Par ailleurs, la diversité est également un business case, je dirais de manière un petit peu externe aussi à l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, les agences de notation mettent de plus en plus de pression pour que l'entreprise montre qu'elle a une politique inclusive, que l'entreprise est diverse, qu'elle n'est pas qu'elle ne discrimine pas. Cette pression des agences de notation, elle est de plus en plus présente. Aujourd'hui, il y a certains deals, il y a certains mandats qu'on ne peut pas récupérer si on n'est pas bien noté au niveau de ces agences. Par ailleurs, il y a la pression des médias sociaux
et la pression de la communication qui est de plus en plus importante. Et ça aussi, c'est du business pour une entreprise. Le risque d'image est réel. Et donc, même si on peut faire de la diversité dans un premier temps pour des questions d'éthique et d'égalité et d'évidence, il y a aussi une nécessité de le faire. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui, rien que pour des questions d'image externe. Il y a également une guerre des talents qui s'opère. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, il y a de plus en plus de jeunes sortis, diplômés, qui veulent fonder leur entreprise. Et pour les grandes entreprises, ça peut être de plus en plus difficile de recruter les meilleurs talents sur le marché. Et donc, il faut savoir élargir son vivier aussi. Si on recrute toujours dans le même vivier, on va avoir du mal à recruter les meilleurs talents. Et ça aussi, c'est un enjeu de performance. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avoir des collaborateurs qui sont divers dans l'entreprise, ça aide aussi à améliorer nos produits parfois et à être également plus inclusif pour nos clients. Je vais citer un exemple qui est assez rare, mais bon, qui existe. On a une collaboratrice qui en fait a fait un travail de transition, enfin qui était un homme et qui est aujourd'hui une femme. Ça a pris du temps. Et cette collaboratrice, elle a ses comptes chez BNP Paribas, comme beaucoup de collaborateurs. Il se trouve que la semaine dernière, elle m'écrit un mail parce qu'elle a eu ses changements officiels de papier. Alors bien sûr, nous, en interne, on lui avait tout changé, le badge, la cantine, le nom sur son mail, tout ça, on peut le faire, on a la main. Et puis, il y a des choses un peu plus difficiles qui sont liées au 1-2 de la sécurité sociale. Là, il y a le 2 de la sécurité sociale qui est apparu après plusieurs années de procédure, donc on est tous contents. Et là arrive le changement de compte. Et en fait, on se rend compte que c'est difficile parce qu'il faut peut-être le fermer pour pouvoir en ouvrir un autre, mais ça pose plein d'autres problèmes. Et du coup, elle nous écrit et on améliore notre procédure parce qu'elle est à la fois cliente et collaboratrice. Et en fait, on avance aussi côté client. Et il y a plein d'exemples comme ça qui sont possibles. L'accessibilité pour le handicap. Rendre accessibles tous nos sites sur Internet, parce qu'il n'y a pas que l'accessibilité dans les agences, parce qu'on s'imagine le handicap avec le fauteuil, mais il y a surtout cette population de plus en plus senior, et donc ces clients de plus en plus seniors qui ne voient pas très bien forcément sur nos sites, qui ne voient pas très bien pour tirer de l'argent, ou qui n'entendent pas très bien quand il y a des vidéos ou des instructions sonores. Toutes ces choses-là, il faut aussi qu'on les prenne en compte au quotidien, tant au niveau de nos collaborateurs qu'au niveau de nos clients. Donc, c'est pas quelque chose en plus, la diversité, c'est aujourd'hui une nécessité pour être de plus en plus performant. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier parce que je pense que c'était 2 exemples assez passionnants. Donc, j'espère que vous allez avoir des questions sur vos 2 expériences. Je ne sais pas s'il y a des micros qui passent. Déjà une première question. Merci. Oui, merci aux personnes qui posent des questions d'utiliser les micros, s'il vous plaît. Je vais me lever, ce sera plus simple. Bonsoir. Nicolas Karazievitch pour la société NK Consulting. Alors, je suis malvoyant. Je ne fais pas de voile, pas encore. Je vais m'y mettre, peut-être. Alors, j'ai été, en début de conférence, assez surpris, finalement, par ce que j'ai entendu. Et puis, là, sur la fin de la conférence, par rapport, effectivement, à la question de la performance et aussi de ce que ça pouvait amener à l'entreprise et en dehors de l'entreprise, finalement, je suis un peu rassuré. Alors, moi, je travaille dans l'innovation sensorielle, c'est-à-dire que mon métier, c'est d'aller valoriser les produits et les services des entreprises, d'améliorer l'expérience utilisateur des clients en utilisant les autres sens que la vue, le goût, le toucher, l'ouïe et l'odorat. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, au-delà des questions de recrutement, de ce carcan administratif, d'obligations légales, d'aménagement de postes, d'intégration, moi j'avais 2 réflexions aujourd'hui. C'était effectivement par rapport au recrutement et à l'intégration. La solution qui, moi, et qui, en tout cas, qui est apparue à beaucoup de recruteurs, ça a été, j'allais dire, on parlait de stéréotypes et de préjugés, ça a été le noir. L'idée, c'était de faire des repas dans le noir pour fédérer une équipe, des entretiens dans le noir pour ne pas avoir de préjugés, justement, par rapport à cette question de la diversité, et même parfois de faire des comités de direction dans le noir pour sensibiliser les dirigeants de ces grandes entreprises à la question de la diversité. Là où ma question, elle est assez simple, c'est que finalement, pour aller beaucoup plus loin,
Le thème du World Forum, c'est l'entreprise, pourquoi faire? Et bien effectivement, la vraie question aujourd'hui, c'est la question de l'innovation et de se dire finalement, une personne qui a un handicap ou qui a une culture ou qui vient d'un pays différent, est-ce qu'elle ne peut pas amener de l'innovation et justement de la diversité au-delà même de l'entreprise? Et c'est ce que vous aviez commencé à expliquer tout à l'heure. Alors, on parle d'entreprise, je vais peut-être prendre la parole. Effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à faire. Si je reviens sur le sujet de l'autisme, aujourd'hui, quand moi, je vais présenter une boîte de conseil qui est spécialisée avec des consultants au potentiel autistes Asperger, ils ne sont pas EA ou ESAT, si on emploie des termes techniques. Ils n'ont pas cette reconnaissance du handicap. Et d'ailleurs, je n'en parle pas. Je les présente à des opérationnels. Et ce que je leur dis, c'est regarder les compétences, regarder les CV et regarder si ces personnes-là peuvent vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. Et en fait, ce que je leur vends, c'est de la surperformance par rapport à ce qu'ils ont classiquement. Et je pense que c'est en fonctionnant comme ça qu'on arrive à casser les stéréotypes, notamment sur le handicap, en le liant effectivement à de la surperformance et à de l'innovation. Et on peut faire ça sur la plupart des sujets liés à la diversité. Donc moi, je suis complètement d'accord avec vous. Bonsoir. Encore une question à l'entreprise. Désolé, ça va être un peu polémique. Alors j'ai entendu tous les atouts dans votre conclusion, tous les intérêts par rapport à la guerre des talents, etc. Je sais que BNP est engagé dans plein de chartes. Voilà. Je sais aussi que le 22 septembre, vous avez été condamné pour discrimination et harcèlement moral à caractère discriminatoire, avec un regard en termes de dommages et intérêts. Voilà. Et donc ma question, certes, j'ai vu dès la semaine suivante dans la presse des opérations de communication externe, voilà, l'Express et l'Écho. Par contre, ma question, c'est en interne, qu'allez-vous faire pour montrer au collectif qu'il y a effectivement une source de richesse et de performance dans cette diversité, en sachant que c'est la personne morale et pas une personne physique qui a été condamnée? Oui, oui. Merci. Alors, je vais revenir sur les signatures des chartes, notamment la charte de l'autre cercle qu'on a signée en octobre 2015, qui nous a valu quand même 12 000 mails de contestation et d'insultes externes reçus par le directeur général. Et dans cette charte, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, il y a juste de garantir un environnement respectueux et inclusif pour les collaborateurs LGBT. Rien de révolutionnaire, et pourtant ça a été la révolution. Sur les médias sociaux, en interne, en externe, enfin surtout par l'externe d'ailleurs, et vis-à-vis de nos clients. Communiquer sur les sujets de diversité, et en particulier sur ces sujets-là, c'est agir. Rien que le fait de communiquer, de signer une charte, transforme une culture. Donc je ne suis pas sur une communication au sens faible ou négatif de la communication. Je pense qu'il y a certaines communications qui méritent d'être faites, et parfois, ça peut être suffisant pour changer beaucoup de choses. Donc, et on l'a vraiment vécu en octobre 2015. C'est en octobre 2015 aussi qu'on a lancé le réseau Pride France. Ça faisait des années qu'on avait des réseaux aux États-Unis et en Angleterre, bien sûr, où le sujet est plus simple à traiter culturellement. Excusez-moi, je ne focalise pas sur ce critère de la mais diversité. Je vous le dis, parce que comme vous faites référence à l'affaire, mais on peut appliquer ça sur tous les sujets. Et donc, ce réseau de collaborateurs, aujourd'hui, vit très bien en interne. Et bien sûr qu'on a parlé de cette affaire avec eux. Cette affaire, elle date de 2009. C'est pas parce qu'on signe une charte qu'il ne se passe rien dans l'entreprise, parce qu'on est 189 000 et que l'entreprise, elle est souvent, on a vécu dans un quartier, on a vécu dans sa famille, on a étudié, et il y a une forme d'homogénéité dans notre parcours de vie. Et quand on arrive dans l'entreprise pour la première fois, finalement, souvent,
on subit la diversité, entre guillemets. On ne choisit pas ses collègues, on est dans un monde extrêmement divers. Et si le travail n'a pas été fait avant, tout d'un coup, l'entreprise doit faire en sorte qu'il y ait un travailler ensemble, qu'il y ait un respect, une approche, une ouverture, une connaissance de l'autre qui fait que le travailler ensemble est possible. Ça ne veut pas dire qu'on va changer les convictions personnelles de nos 189 000 collaborateurs. Ça veut juste dire que nous, on doit garantir que le travailler ensemble est possible. Alors bien sûr, il y a des loupés, parce qu'on est 189 000. Mais par contre, le fait de signer une charte, par exemple, le fait d'avoir une politique diversité, le fait de communiquer dessus, c'est un message qu'on envoie aux collaborateurs pour dire, s'il se passe quelque chose, vous le dites tout de suite. Parce que vous êtes dans une entreprise où on ne le laissera pas passer et où il y aura des sanctions qui seront prises, où on doit vous garantir cet environnement. Donc vous avez tout un ensemble de processus partenaires, les réseaux en font partie, ça peut être les syndicats, ça peut être le référent discrimination, ça peut être des cellules d'aide psychologique, mais on a tout un arsenal pour aider s'il se passe quelque chose. Parce que ça, on peut diminuer, mais on ne peut pas être à du 0%. Voilà. Et par ailleurs, je précise juste que la semaine de la diversité et les communications qu'on suivit, c'est plutôt le résultat du procès qui était vraiment pas bon parce que cette date-là, elle était prévue depuis 1 an et c'est notre semaine annuelle de la diversité. Et loin de vouloir diminuer la communication parce qu'il y avait eu ça, je crois qu'au contraire, on reste sur notre conviction qu'il faut en parler, il faut partager et que c'est comme ça qu'on avance ensemble. Moi, je me permets aussi d'ajouter juste un point parce que je suis très sensible à ce que vient de dire Barbara. J'ai vécu aussi en entreprise des situations où simplement communiquer, témoigner, un retour d'expérience très simple sur Jolokia. Comment est-ce que vous pouvez voir une résistance au sujet de la diversité, au simple fait de faire un retour d'expérience, vous voyez, entre midi et 1h, comment est-ce que déjà ça peut... Voilà, il y a des résistances, le monde change, le monde est, oui, beaucoup plus ouvert, oui, les entreprises ont des enjeux de recrutement et tous les autres enjeux qui ont été évoqués, qui font que oui, c'est aussi pour ça qu'on va vers la diversité, et bien sûr, c'est pas que pour que par valeur, mais c'est, oui, mais peu importe à la limite, mais s'adapter à ça, ça demande un changement, et le changement, et là c'est le cœur de notre action, je pense à tous, et vous aussi sûrement parce que vous êtes là, c'est à nous de porter ce changement. Et oui, les situations dont héritent les entreprises sont catastrophiques, parce qu'à la sortie des grandes écoles, je suis désolé de mettre ce sujet-là, mais c'est un sujet très important. On en parlait tout à l'heure avec les ingénieurs, on a des équipes qui sont en plein dans la reproduction de tout ce que vous voulez, de tous les stéréotypes, de tous les modèles sociétaux. Et on doit en sortir parce que le monde, lui, change. Et donc, il ne faut pas qu'on court derrière. Et les entreprises, justement, essayent de ne pas courir derrière et sont un peu en train d'ouvrir des brèches. Et voilà, je n'ai rien de plus à dire. En fait, j'avais une question peut-être un peu spécifique, notamment pour Mathias. J'ai pas retenu le nom de famille, je suis désolée. En fait, sorry? That's fine. Ok. C'est même pas grave. En fait, du coup, j'allais partir en anglais, mais j'ai pas j'ai pas suffisamment de vocabulaire. Non, concrètement, au niveau de l'autisme, en fait, vous êtes effectivement centré sur un type d'autisme. Donc les plus, j'imagine, peut-être performants ou avec les capacités intellectuelles les plus développées. Est-ce que ça veut dire que sur les autres types d'autisme, vous vous êtes dit, on n'y arrivera pas? Est-ce que vous vous êtes fixé des limites en disant, ça ne fonctionnera pas? Enfin, en fait, je me pose la question des autres, simplement, handicap, peut-être de manière plus générale, puisque bon, je connais un peu cette thématique-là, et effectivement... je pense que certains troubles autistiques sont peut-être plus compliqués à amener en entreprise. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, j'espère que oui. Merci. Absolutely. So, Non, c'était très clair. Alors, nous avons démarré, comme je vous le disais, il y a 12 ans. Et nous avons besoin, nous aussi, de grandir
et de capitaliser de l'expérience. Donc on a choisi parce qu'il y avait de plus facile quand même. Donc les gens qui intellectuellement étaient capables avec un bon niveau d'éducation, de formation. Parce que la formation, c'est quand même le meilleur moyen pour trouver un bon poste dans le monde de l'entreprise. Néanmoins, il existe des modèles où vous avez des gens plus handicapés qui peuvent travailler. Et encore une fois, je vous le dis, tous ne sont pas des génies. Alors, on travaille beaucoup avec des scientifiques, hein, mais il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup de gens qui ont des compétences différentes. Et dans ces domaines, eh ben, il n'y a pas d'argent. Alors qu'en informatique, c'est encore un domaine qui crée des emplois, qui a besoin de compétences et où c'est vrai qu'il est facile de trouver des emplois pour nos candidats. Pour les autres, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Il ne faut pas se voiler la face. Et pour moi, de mon opinion, là, il y aura besoin d'un soutien de l'État. On ne pourra pas avoir un modèle purement financier, uniquement tiré par les entreprises. Là, est-ce que j'ai répondu à votre question? Pardon. On sait également que l'accès aux formations, déjà pour cette typologie de personnes, est compliqué et que le soutien de l'État n'est pas forcément toujours non plus. Enfin bon, voilà. Bah oui. Alors, je suppose que la situation est différente hein, d'un pays à l'autre. Il y a dans certains pays, par exemple en Islande, ils sont très aidés. Et ce qui est intéressant là, c'est que les gens les plus en difficulté sont inclus dans l'environnement de travail tout simplement parce qu'il y a très peu d'habitants en Islande. Donc, ils ont besoin de prendre le risque de travailler avec ces gens-là. Nous, on vit dans le luxe ici. On est très nombreux, donc on peut se permettre d'ignorer ces personnes, de ne pas les utiliser dans le monde du travail. Ce qui est désolant pour notre communauté. Et là, je vous parle de l'Allemagne. Hein. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler, ces personnes avaient des talents naturels en informatique. Mon premier coach, il venait jamais manger avec nous. Il me regardait jamais dans les yeux. Il pouvait passer des heures à regarder le sol. Et j'irai pas jusqu'à dire que c'est suffisant comme signe, comme symptôme pour dire que c'était un Asperger, mais quand même. Sauf que, au cours des 30 dernières années, ces gens ont disparu de l'entreprise petit à petit. Et il est plus que temps qu'on change d'état d'esprit pour les faire revenir. Parce que c'est les gens qui découvrent. Vous savez, les espèces de tarés de l'informatique, là, les fous, les bizarres, ceux qui réfléchissent différemment. Nous, on prend des cours de formation pour commencer à réfléchir différemment, pour penser hors de la boîte. Eux, c'est naturel. Donc, on a standardisé nos entreprises, notre société. On a tout standardisé et maintenant, on en souffre. Et c'est difficile pour nous maintenant de revenir à ce mélange plus naturel. Aussi que parfois, il faut être tactique et qu'on est toujours pour essayer de casser les stéréotypes et les biais. Et que souvent, le stéréotype lié au handicap, c'est pas celui justement de la compétence. Et donc, ça aide de passer par évidemment ces personnes qui sont exceptionnelles pour un peu travailler le biais, le déformer et revenir à une vision sur la compétence avant tout. Et donc effectivement, c'est une toute petite partie de la population, mais je pense que c'est positif de commencer par ce pas-là pour ensuite élargir petit à petit. Alors, le biais commence, ou le préjudice commence par nous. Et bien souvent, le préjudice se termine par un jugement. Donc, dès qu'on se trouve en position de jugement, il faut faire un pas en arrière et se dire, mon Dieu, est-ce que j'ai pas un préjudice là?
Et ça permet à soi-même d'évoluer et de grandir. Hello. Coucou. Okay. Yeah, I think it works now. Ouais, ça fonctionne. I have a question because I'm a J'ai une student question. here, actually, and then, Je suis I étudiant was ici. wondering if you work as a company or a Et foundation. je me demandais si vous travaillez en tant qu'entreprise ou qu'association, que fondation, parce que les entreprises en général sont orientées profit. Et je me demandais si vous travaillez sous un format entreprise ou association, ONG. Et deuxième question, c'est comment vous approchez les différentes entreprises? Est-ce que c'est vous qui allez voir les entreprises, ou est-ce que ce sont les entreprises qui viennent vous parler? Qui démarche qui, en fait? Est-ce que c'est vous qui essayez de convaincre les entreprises que telle personne a ses compétences, etc. Ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous? Ça fonctionne comment? Et dernière partie de ma question, quand est-ce que vous avez commencé? Qui a eu ces idées géniales? Ok, toutes les questions sont pour moi, merci. Donc, derrière tout ce que nous faisons, il y a une fondation, une ONG qui développe ce mouvement dans différents pays. Nous sommes présents dans 13 pays, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie depuis 2 ans. Et puis on a des bureaux dans d'autres pays. Les pays sont organisés de manière très différente. D'un pays à l'autre, c'est très différent. Alors, ça s'adapte aux situations locales, nationales, par rapport à ce qui existe. Par exemple, vous avez des pays comme les États-Unis où il y a une culture des dons. Donc, c'est facile de lever des fonds par le don. Il y a d'autres pays où ça fonctionne plus par des subventions publiques. Donc, d'un pays à l'autre, les choses seront différentes. L'objectif est de permettre aux gens qui travaillent de gagner leur vie. Ça, c'est l'objectif numéro 1. On n'a pas pour vocation de devenir riche. Et l'objectif final, c'est de fermer boutique le plus rapidement possible, parce que tout le monde aura compris que ces personnes-là ont une valeur sur le marché, ils auront tous été recrutés, et donc nous, on ne sera plus utile. C'est la différence avec d'autres entreprises qui cherchent à s'étendre et à grandir. Nous, on ne cherche absolument pas à grandir et à nous développer. On voudrait bien faire faillite très vite et disparaître. Ça, c'était... Je pense que j'ai répondu à deux de vos questions. C'était quoi la troisième? Je ne me souviens plus de la troisième question. Qui est à l'initiative de votre fondation? Alors, comme je vous le disais, c'est un Danois, Torken Zone, qui est danois et dont le fils est atteint d'Asperger, enfin d'autisme, et qui s'est dit, mais c'est pas vrai, mon fils, il a des talents. Et malheureusement, il est au chômage ou bien on lui propose rien qui soit en cohérence avec ses compétences. Donc, il a commencé à essayer de travailler avec des gens atteints de ce syndrome pour les amener vers le marché. Et pour nous qui travaillons dans cette entreprise, on a tous un lien. Ma femme est à moitié danoise et puis j'ai un fils qui souffre d'autisme. Donc, c'est comme ça que j'ai été amené à l'entreprise. Donc, oui, c'est vrai, à chaque fois, il y a des liens, que ce soit des liens personnels ou des liens professionnels. Moi, j'ai une question pour Pierre. Je suis ici. Est-ce que tu as déjà engagé des bateaux dans des courses caritatives en disant à ton équipage que s'ils gagnaient, ça serait pour une association ou un fonds de solidarité, où là, tu pourrais comprendre l'impact de l'acte social sur les performances de ta diversité à bord? Tu as déjà fait ça? On n'a pas, non, on n'a pas fait ça jusqu'à aujourd'hui parce que... Il y a un terme qui me vient, comme ça tu pourras réfléchir encore, c'est l'histoire d'empathie, de dire... Merci. Ça te permettra d'avoir une réponse plus claire pour tout le monde, je pense. De dire que le gain, la valorisation de ce que tu fais, ça ne sera pas seulement pour les gens sur le bateau, mais bien pour d'autres personnes ailleurs.
Oui, j'entends bien. Après, on est tout simplement limité par des moyens, par des questions de temps d'occupation du bateau. La chose nécessaire aujourd'hui, pour nous, c'est de donner à voir cette performance avec d'autres, par rapport à d'autres professionnels qui sont censés être au plus haut niveau. Si on met un autre but que cette performance-là, le message ne sera plus aussi clair. Bien sûr, ça pourrait être une décision, hein. Je ne l'exclus pas. Mais aujourd'hui, la stratégie est vraiment celle-là, donner à voir, exactement comme n'importe quelle équipe, de la performance. Point. Le reste est fait. Tout ce qui est diffusion, tout ce qui est étude de la duplicabilité, etc., est fait dans un autre temps. Voilà. Et ça me semble important aujourd'hui de séparer les deux. Ok, très bien, ça a répondu clairement. Une deuxième question, purement statistique. Tu faisais un test AB avec, t'expliquer que sur une compétence, il y avait toujours 2 personnes qui allaient regarder cette compétence et mettre une note. S'il y en a une qui met une bonne note, une autre qui ne met pas une bonne note, c'est pas évident de faire un test plutôt à 3 personnes plutôt qu'à 2 personnes? On fait la moyenne des notes, hein. Donc on serait 3, on ferait la moyenne des 3 notes. Mais c'est vrai que quelquefois, on a les opposés, on met il y a une moyenne. Ça c'est inarrêtable. C'est inarrêtable comme système, hein. C'est jusqu'où on va. Encore une fois, le zéro discrimination, faut pas se leurrer, on n'y arrivera pas. Ok. L'histoire, il y a sur tes 2 personnes qui vont noter, il y en a une qui met 0, l'autre qui met 10, donc tu as une moyenne à 5. Alors que si tu avais eu 3 personnes, il y en a 2 qui vont forcément recommander ou pas recommander et une qui sera diverse. C'est pas mieux ça? Moi, je veux bien que tu participes avec nous au prochain recrutement. Bonjour, je m'appelle Isabelle Delcroix-Nollet, je dirige une entreprise qui lutte contre les discriminations et contre les stéréotypes. Et j'ai une question. Vous présentez la diversité sous condition de performance. C'est ce qui transparaît. Et c'est vrai que c'est une approche qui est plus séduisante, plus sexy pour les entreprises notamment. Mais quand même, pour revenir aux fondamentaux, la diversité, c'est vraiment lutter pour que chacun ait toutes les chances, les mêmes chances. Et donc, avoir ce discours, je l'entends, hein, je le connais, etc. Effectivement, il y a des valeurs ajoutées sur des compétences très particulières. Hein, mais néanmoins, est-ce que avoir ce discours, c'est pas dangereux? Parce que pourquoi doivent-ils surperformer? Pourquoi simplement avoir sa place comme tout à chacun? Donc, c'est vraiment la question que je voulais vous poser. Alors, je pense qu'on a mis cet axe-là parce que c'est le sujet de la table ronde. Donc sur diversité et performance. Je pense que notamment en France, la diversité, c'est d'abord une question d'éthique et d'égalité. On n'en est pas exactement sur le même concept dans les pays anglo-saxons, qui parlent beaucoup plus facilement du business case de la diversité. Nous, on s'y est tenté il y a 2 ans en interne. C'est un discours qui ne passe pas très bien en France, parce qu'on est justement d'abord sur une question d'éthique. Mais je pense que ce n'est pas exclusif. La diversité déjà dans l'entreprise, c'est un fait parce que forcément il y a des gens qui sont tous différents et ils ont tous à exprimer leur potentiel. Mais au-delà même de parler de performance, simplement être soi-même en entreprise, c'est de toute façon exprimer son potentiel et mieux travailler. Et on le sait très bien aujourd'hui, si on est bien, qu'on se sent bien et qu'on peut être soi-même en entreprise, de toute façon on exprimera un meilleur potentiel. Et en ce sens-là, je pense qu'il est éthique de parler de performance. Rien que quand on peut exprimer sa différence et donner le meilleur de soi-même. C'est tout. Je vais également rebondir. Effectivement, si on voit la performance dans la diversité, en fait, il n'y a plus de problème. Un des problèmes immédiats des stéréotypes sur la diversité, des préjugés sur la diversité, c'est la diversité ne sera pas performante. Et donc, de fait, effectivement, on exclut. Donc, on règle. Le problème éthique vient aussi de ces préjugés sur la performance. Donc, c'est en traitant la performance, on aborde aussi la partie éthique, mais effectivement, il y a un danger. On le règle, mais avec un danger, qui est effectivement, comme vous le dites, de réduire la diversité à la performance. Mais ça ne veut pas dire
que c'est notre démarche. C'est le danger de notre démarche. Ensuite, moi, par rapport à Jolokia, ça a été un grand choix parce que la volonté de Jolokia, c'est la promotion de la diversité de façon globale. On a clairement choisi l'axe diversité et performance pour cette première raison évoquée et aussi pour une deuxième qui est un constat d'où en sont les combats, on va dire, éthiques. Les combats éthiques, comme tout combat au moment où il y a des changements, amènent des fortes résistances. Et on le voit bien dans notre société aujourd'hui qui se scritallise avec, on va dire, un pôle progressiste. Vous voyez, même des hommes politiques réutilisent beaucoup ce mot, je pense, pour porter leur nouveau mouvement, alors qu'ils ne sont pas les seuls à le posséder, mais voilà, ils l'utilisent. Et en même temps, vous voyez un pôle très conservateur, résistant. Et donc, il y a une cristallisation, comme dans toute période de changement, entre deux pôles. La question est, oui, il faut porter les combats. Est-ce que le porter avec la performance ne permet pas d'éviter cette cristallisation ? Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je me demande si ça ne permet pas d'éviter la cristallisation. Et nous, c'est pour ça qu'on est allé vers cette façon de mener le combat. Parce qu'aujourd'hui, si on va jusqu'au bout de la cristallisation, moi, je ne sais toujours pas qui gagne à la fin. Et je pense que je ne suis pas le seul à être un peu inquiet de qui gagne à la fin. Non, mais on parle de... voilà. C'est un domaine très très sensible et vous avez tout à fait raison. C'est très compliqué de ne parler que de performance. Et ce que nous faisons, parce que tous nos bénéficiaires ne sont pas tous des génies, ce sont juste des salariés lambda. Mais obtenir que quelqu'un soit employé, quelqu'un qui vivait des allocations sociales et qui maintenant a un salaire et qui paye des impôts, ça fait une telle différence. Et ça va au-delà de la valeur ajoutée à l'entreprise. Ça bénéficie à tout le monde et à la société dans son ensemble. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura apporté des informations.